Loin, je vous cherche pas dispute, parce que vous savez, DS ou 404, hein, eh ben, c'est exactement la même chose, pourvu qu'on conduise tranquille, hein. Comment un homme qui faisait rire toute la France a-t-il pu mourir sans jamais savoir qu'il était condamné? Le matin où Fernandel s'est effondré sur un plateau italien, le cœur brisé de ne plus reconnaître son propre corps, personne n'a osé lui dire que ce n'était pas une simple pleurésie, mais la fin qui s'annonçait. Pendant des mois, un secret implacable a circulé en silence autour de lui, tissant une illusion fragile pour protéger celui qui avait consacré sa vie à apaiser la nôtre. Voici l'histoire bouleversante d'une vérité cachée, d'un mensonge né de l'amour et d'une fin que lui-même n'a jamais vu venir. Fernandel, la vérité sur sa mort tragique que sa famille a dissimulée tout ce temps. Mais comment un homme aussi adoré, au sommet d'une gloire bâtie sur plus de 200 millions de spectateurs, a-t-il pu voir son destin basculer si brutalement? Fernandel, géant du rire et héros des classiques du cinéma français, ignorait alors que derrière son succès immense, l'ombre avançait déjà vers lui. Mais que se passait-il vraiment derrière ce visage solaire, derrière cette carrière immense qui semblait ne connaître ni fin ni faiblesse? Car au moment même où la France l'acclamait encore, où chaque foyer parlait de lui comme d'un membre de la famille, Fernandel portait déjà en silence une fissure profonde, une douleur que personne ne pouvait deviner. L'homme qui avait bâti sa légende sur la joie, sur cette capacité presque miraculeuse d'apaiser les autres, cachait en réalité une fragilité intime que la célébrité ne parvenait plus à camoufler. Et c'est là que commence l'un des chapitres les plus bouleversants de son existence, celui d'une vérité gardée dans l'ombre, soigneusement enveloppée de tendresse, mais aussi de peur, de culpabilité et d'un amour impossible à mesurer. À l'époque où il triomphait encore dans les salles obscures, où son nom suffisait à remplir un cinéma en quelques heures, nul n'aurait imaginé qu'une crise silencieuse se préparait. Fernandel traversait des journées entières entouré de rires, de caméras, de techniciens fidèles, mais le soir, derrière la porte close de son appartement parisien ou d'une chambre de tournage, un autre homme apparaissait. Fatigué, essoufflé, parfois perdu dans ses pensées, il regardait son reflet dans le miroir sans comprendre ce qui changeait en lui. Était-ce l'âge, le poids des années de tournage, la pression de devoir toujours être Fernandel avant d'être Fernand lui-même? Il ne trouvait pas les mots et encore moins les réponses. Plus les mois passaient, plus ce malaise devenait insistant. Une douleur sourde dans la poitrine, un souffle plus court que d'habitude, une lassitude inhabituelle qui l'obligeait parfois à s'asseoir entre deux prises. Pour un homme qui avait bâti sa carrière sur l'énergie, le mouvement, la précision comique, ces petits signes étaient autant d'alertes incompréhensibles. Mais comme beaucoup de gens de sa génération, il avait appris à ne pas se plaindre, à tenir debout quoi qu'il en coûte. Et puis, comment admettre que quelque chose n'allait pas quand tout le pays vous regardait comme un roc, un pilier, un symbole de force tranquille? Ce qui rend son histoire encore plus déchirante, c'est que Fernandel, malgré l'immense affection du public, traversait une solitude que peu soupçonnaient. La célébrité l'entourait de monde, mais l'homme, lui, avançait de plus en plus seul. Ses partenaires de jeu le voyaient parfois se replier, desserrer légèrement son éternel sourire quand il croyait n'être observé que par personne. Certains s'inquiétaient, d'autres n'osaient pas poser de questions. Dans ce milieu où chacun dépend de l'énergie de l'autre, qui aurait pu imaginer que l'acteur le plus joyeux du pays était aussi celui qui souffrait le plus en silence? C'est dans ce contexte fragile qu'est survenue la première véritable alerte, celle qui aurait dû éclairer tout ce qui allait suivre. Un matin, alors qu'il préparait un nouveau tournage, Fernandel ressent une gêne inhabituelle dans la poitrine. Une sensation étrange, presque anodine mais persistante. On lui conseille de consulter pour prudence. Il accepte plus pour rassurer son entourage que pour inquiétude personnelle. Après tout, il se croit robuste, presque indestructible. La France ne lui a-t-elle pas toujours demandé d'être fort? Le diagnostic tombe. Une petite masse à retirer, rien d'inquiétant. Quelques jours de repos et il pourra reprendre le travail. Fernandel sourit, comme à son habitude. Il plaisante même avec sa famille, convaincu que ce n'est qu'un contretemps. Mais dans le tumulte discret d'un hôpital parisien, quand les portes du bloc opératoire se referment et que l'acteur sombre dans l'anesthésie, tout bascule. À l'intérieur, le chirurgien découvre une réalité qu'aucun proche, aucun ami, aucun admirateur n'était prêt à affronter. Ce n'était pas un simple kyste, c'était un mal profond, agressif, déjà répandu. Une vérité glaciale qui change le destin d'un homme en quelques secondes. Et pourtant, lorsque Fernandel se réveille, le monde autour de lui semble intact. Les sourires sont là, la tendresse aussi,
mais quelque chose d'imperceptible pour lui a changé dans l'atmosphère. Un silence plus lourd, une douceur presque forcée. Sa femme Henriette lui tient la main un peu plus longtemps que d'habitude. Son fils Franck évite de croiser son regard trop directement. L'acteur les sent émus, touchés, mais il ignore que derrière leurs yeux, une tempête morale fait rage, car la décision la plus difficile de leur vie vient d'être prise dans un corridor étroit. Sous une lumière blanche, le médecin leur a révélé la vraie nature de la maladie. Un cancer fulgurant, une issue certaine et une question terrifiante. Voulez-vous qu'ils sachent ? Cette question résonne encore aujourd'hui comme une déchirure. Comment annoncer à un homme qui n'a jamais cessé de croire en la vie qu'il marche vers la mort ? Comment dire à celui qui a illuminé tant de foyers que sa propre lumière s'éteint ? Le dilemme devient un fardeau insupportable. Henriette, qui connaît mieux que quiconque sa sensibilité, imagine déjà l'effondrement psychologique que provoquerait une telle vérité. Franck, partagé entre l'honnêteté et la protection, se sent pris au piège. Et dans cette seconde suspendue, ils comprennent que leur choix déterminera la fin de vie de l'homme qu'ils aiment le plus au monde. Alors, dans un geste mêlé de tendresse et de désespoir, ils décident de taire la vérité. Ils diront qu'il s'agit d'une pleurésie tenace, longue à soigner, mais loin d'être dangereuse. Ils préféreront qu'ils gardent l'espoir, même fragile, plutôt que d'affronter une condamnation brutale. À partir de cet instant, un fossé invisible se creuse entre Fernandel et la réalité. Et le plus cruel, c'est que Fernandel, malgré l'immense affection du public, continue de vivre, de rêver, de faire confiance, sans savoir que tout son avenir ne tient plus qu'à un fil. Tandis qu'il croit se remettre doucement, ses proches jouent le rôle le plus difficile de leur vie. Une question obsédante plane au-dessus de chacun de leurs silences. Combien de temps encore pourront-ils cacher la vérité ? Et surtout, ce mensonge né de l'amour le protège-t-il ou l'éloigne-t-il de ce qu'il aurait dû savoir sur lui-même ? Alors que Fernandel croit encore que sa guérison n'est qu'une affaire de temps et de patience, quelque chose commence pourtant à se fissurer autour de lui, comme si la réalité cherchait peu à peu à reprendre sa place. Ses proches l'entourent avec une douceur presque irréelle, mais cette tendresse constante finit par éveiller chez lui un trouble diffus, une interrogation qu'il n'ose pas formuler. Pourquoi le regard de sa femme brille-t-il parfois d'une inquiétude qu'elle tente aussitôt de masquer ? Pourquoi son fils semble-t-il retenir un mot, une vérité, avant de changer de sujet d'une voix trop vive ? Il ne le sait pas encore, mais c'est dans ces interstices silencieux que commence à se révéler la véritable tragédie de ces derniers mois. Car un mensonge, même né de l'amour le plus sincère, finit toujours par projeter une ombre que personne ne peut contrôler. À peine quelques semaines après l'opération, Fernandel, fidèle à son instinct de travailleur infatigable, ressent l'appel du plateau. L'Italie l'attend, dit-il, et avec elle l'univers chaleureux de Don Camillo, personnage qu'il incarne depuis des années et qui semble faire partie de lui comme une seconde peau. Il insiste pour repartir, persuadé qu'un changement d'air, le rythme du tournage et la convivialité de l'équipe lui redonneront des forces. Henriette hésite, mais comment pourrait-elle refuser ce qui lui fait tant de bien moralement ? Elle sait que chaque jour où il croit à la guérison est un jour où il reste debout. Alors elle sourit, l'encourage, range sa douleur dans un coin de son cœur et le laisse partir. Lorsque Fernandel arrive à Brescello, le village mythique où naissent les aventures de Don Camillo, une chaleur familière l'accueille. Les techniciens applaudissent, les habitants se pressent pour le saluer, et Gino Cervi le serre dans ses bras comme un frère de longue date. Mais derrière cette effusion de joie, derrière les accolades et les rires, quelques regards s'attardent un peu trop longtemps sur lui. Certains remarquent qu'il s'essouffle en marchant, d'autres qu'il s'assoit plus souvent qu'avant. Gino, d'une sensibilité rare malgré son apparence massive, surprend même l'acteur en train de reprendre son souffle seul, adossé à un mur du décor. Il ne dit rien par respect, mais son visage se ferme dans une inquiétude silencieuse. Puis viennent les premiers tournages. Là où Fernandel brillait autrefois par son aisance, sa vitalité presque juvénile, quelque chose semble désormais lui échapper. Il trébuche sur des répliques pourtant simples, demande une seconde prise, puis une troisième. Cela ne lui ressemble pas. Pendant un instant, l'équipe croit que c'est la fatigue du voyage, ou peut-être la fameuse pleurésie dont il dit se remettre. Mais très vite, la situation prend une tournure plus grave. Les gestes qui étaient pour lui une seconde nature deviennent douloureux. Sa voix, habituellement si ronde et si claire, perd parfois de sa couleur. Et ce matin tragique, ce matin que personne sur le plateau n'oubliera jamais, survient comme une rupture brutale. La scène devait être légère,
Fernandel devait soulever une jeune actrice dans une petite pirouette comique, une scène qu'il aurait exécutée sans effort quelques mois plus tôt. Mais lorsqu'il tente de la soulever, un frisson traverse son corps. Ses bras tremblent, ses jambes vacillent. Il essaie une seconde fois, puis une troisième. À la dernière tentative, il s'effondre. Pas seulement physiquement. C'est comme si soudain, le monde s'arrêtait autour de lui. Le silence qui envahit le plateau dure une éternité. Gino Cervi accourt, pose une main tremblante sur son épaule. Fernandel, le regard perdu, murmure ces mots qui résonneront longtemps dans la mémoire de ceux qui l'entourent. « Je ne comprends pas. Ce n'était qu'une pleurésie. Alors pourquoi est-ce que je n'y arrive plus ?» Personne n'a le droit de répondre. Et c'est là que le mensonge, né pour le protéger, rejoint sa dimension la plus cruelle. Car personne ne peut lui dire ce qu'il a le droit de savoir. Personne ne peut lui avouer que son corps se bat contre un ennemi qu'il ignore. À cet instant, le poids de la vérité retenue devient presque insupportable pour ceux qui l'aiment. Gino détourne les yeux pour cacher son émotion. L'équipe s'affaire autour de lui, mais dans leurs gestes précipités se lit une forme de panique contenue. Ils comprennent tous que Fernandel ne pourra pas continuer. Et ce que redoutait Henriette depuis le couloir de l'hôpital se produit. Le mur des apparences commence à s'effriter. L'assurance du film, alertée par l'incident, décide d'envoyer ses médecins sur place. Après une évaluation brève, la décision tombe froide, implacable. Fernandel n'est plus apte à tourner. Le contrat est immédiatement suspendu. Le rôle de Don Camillo sera confié à un autre acteur. Quand on lui annonce cette nouvelle, il se referme sur lui-même. Pour la première fois de sa carrière, on lui retire un rôle non pas par choix artistique, mais parce que son corps ne suit plus. Il rentre en France humilié, blessé, plongé dans un désarroi qu'il peine à exprimer. Comment accepter que l'on ne soit plus capable de faire ce que l'on a toujours fait? Comment comprendre ce qui vous échappe alors que personne n'ose vous expliquer? De retour à Paris, son appartement de l'avenue Foch, autrefois rempli de rire et d'allégresse, devient un lieu fragile où le temps semble suspendu. Henriette veille sur lui avec une douceur presque palpable. Elle ajuste ses oreillers, lui apporte le journal, lui parle de projets futurs, espérant que ces images d'avenir maintiendront en lui une lumière suffisamment forte pour traverser les jours difficiles. Mais chaque fois qu'elle referme la porte de la chambre, son visage se brise. Elle s'accorde quelques secondes de larmes silencieuses avant de reprendre sa place auprès de lui, le sourire tremblant mais sincère. Et pourtant, même dans cette période d'incertitude, quelque chose en lui reste résolument tourné vers demain. Fernandel parle encore de « quand j'irai mieux », de la prochaine fois en Italie, de son public qui l'attend. Cette force d'illusion, ce besoin vital de croire, devient à la fois sa bouée et sa tragédie. Car plus il s'accroche à l'espoir, plus ceux qui l'aiment sentent le poids du secret peser sur leurs épaules. Comment continuer à lui cacher ce qu'il devrait savoir? Comment supporter que chaque sourire qu'on lui offre soit teinté de mensonges? Mais au milieu de cette lutte intérieure, un changement subtil survient. Fernandel, qui n'a jamais été dupe des émotions humaines, commence à percevoir que quelque chose lui échappe. Un soir, alors que la douleur se fait plus vive, il interroge Henriette d'une voix douce. « Tu es sûr que ce n'est qu'une pleurésie ?» Elle répond oui sans hésitation. Mais il voit bien que ses yeux fuient. Il comprend qu'elle souffre plus que lui, et par amour, il n'insiste pas, comme s'il pressentait que la vérité risquerait de les détruire tous les deux. C'est dans ce fragile équilibre entre mensonge protecteur et silence déchirant que Fernandel avance vers ses dernières semaines. Il continue de croire, ou peut-être choisit-il de croire, mais une question invisible plane désormais autour de lui, une question que chacun se pose en secret. Jusqu'à quand pourront-ils maintenir cette illusion? Et lorsque la vérité finira par éclater, que restera-t-il de tout cet amour mis en œuvre pour l'éviter la souffrance? Alors que les semaines passent et que son corps s'affaiblit, quelque chose d'inattendu se produit chez Fernandel. Non pas un effondrement, non pas une révolte, mais une forme de transformation intérieure quasi imperceptible au début, puis de plus en plus palpable pour ceux qui l'approchent. Comme si, sans connaître le nom véritable de sa maladie, ni l'ampleur de ce qui l'attend, il sentait malgré tout que la vie tentait de lui parler autrement. L'homme qui avait passé 50 ans à offrir des éclats de rire au public commence doucement à se tourner vers un registre plus intime, plus silencieux, comme s'il entamait une sorte de voyage intérieur que rien ni personne ne pouvait plus interrompre. Ce n'était pas de la résignation ni une défaite, c'était une forme de réconciliation avec lui-même, une manière de regarder le monde avec d'autres yeux. Fernandel, qui avait tant vécu sous les projecteurs,
découvre dans cette fragilité nouvelle une possibilité inattendue de se retrouver. Le temps n'est plus rythmé par les tournages, les dialogues à apprendre, les rendez-vous de plateau. Il s'écoule différemment, plus doucement, comme dilaté. Ces journées deviennent des instants suspendus où chaque geste prend une valeur nouvelle. Les petits rituels du quotidien, une tasse de café qu'Henriette lui apporte, un rayon de soleil qui traverse la fenêtre de sa chambre, une conversation à mi-voix avec un ami venu lui rendre visite, prennent des allures de trésors minuscules. L'acteur semble redécouvrir dans ces détails que l'on ne voit plus lorsqu'on court derrière la vie, une forme d'essentiel. Comme si la maladie, sans jamais être nommée, l'invitait à regarder enfin ce qu'il n'avait jamais eu le temps de contempler. Peu à peu, il cesse de lutter contre les faiblesses de son corps, non pas par fatalisme, mais parce qu'il comprend que la force ne se mesure plus à sa capacité de performer, d'endosser un rôle ou d'assumer une scène difficile. Il accepte de s'asseoir plus souvent, de parler moins longtemps, d'écouter davantage. Cette écoute devient pour lui une nouvelle manière d'exister. Henriette, qui le connaît mieux que quiconque, remarque cette métamorphose silencieuse, et malgré la douleur qui l'habite, elle y trouve un réconfort inattendu. Cet homme qu'elle aime depuis toujours, cet homme si pudique même dans ses joies, semble enfin se permettre d'être vulnérable. Elle découvre des regards qu'elle n'avait jamais vus chez lui, des silences pleins de douceur, des sourires qui ressemblent moins à des masques comiques qu'à de véritables gestes d'amour. Il y a dans cette période une forme d'apprentissage mutuel. Fernandel apprend à ralentir, Henriette apprend à l'accompagner dans ce ralentissement, sans effroi. Leur couple, déjà soudé par tant d'années de complicité, atteint une profondeur nouvelle. Les mots sont rares, mais les gestes disent tout. Quand elle lui ajuste un coussin, quand elle lui caresse la joue, quand elle s'assoit à côté de lui sans parler, c'est une manière de lui dire « je suis là quoi qu'il arrive ». Et Fernandel, sans connaître l'étendue réelle de ce qui le menace, perçoit à sa façon la gravité de la situation, non pas dans les explications médicales qu'on lui a cachées, mais dans la manière dont les gens l'entourent. Il comprend qu'il traverse une étape délicate, qu'il ne retrouvera peut-être pas tout à fait l'homme qu'il a été, mais au lieu de s'enfermer dans l'amertume, il choisit d'y voir une sorte d'évolution personnelle. Parfois, dans la demi-lumière de sa chambre, il repense à sa vie avec une lucidité désarmante. Ses débuts dans les cafés-concerts avec ses parents, ses premières scènes en province, les rires du public de Marseille, les années de gloire à Paris. Il revoit les tournages avec Marcel Pagnol, son amitié inébranlable avec Jean Gabin, les voyages, les succès, les échecs aussi. Il revisite ses souvenirs sans nostalgie excessive, mais comme un homme qui prend conscience de l'ampleur du chemin parcouru. Et dans ces moments de contemplation, une vérité simple s'impose à lui. Il a vécu intensément, passionnément, honnêtement. Il n'a pas tout réussi, il n'a pas tout compris, mais il a aimé son métier, il a aimé les siens, et il a été aimé en retour. Cette prise de conscience lui offre une paix que même la souffrance physique ne peut totalement obscurcir. Ce qui frappe alors ceux qui l'entourent, c'est la manière dont Fernandel semble peu à peu se détacher de la crainte du demain. Lui qui planifiait toujours, lui qui remplissait ses agendas de projets et de tournages, commence à savourer l'instant présent. Il regarde par la fenêtre un enfant qui joue sur le trottoir, écoute la pluie tomber comme s'il en découvrait le son pour la première fois, et dit parfois à Henriette « Tu sais, je crois que j'ai oublié de regarder vraiment les choses pendant des années. » Ce n'est pas un regret amer, mais une manière de reconnaître que la vie, dans sa simplicité, possède une richesse qu'il avait parfois perdue de vue. Ce changement intime se reflète aussi dans sa relation à son travail. Un jour, un journaliste lui demande, lors d'une courte interview enregistrée depuis son appartement, « Reverrez-vous un jour les plateaux de cinéma ?» Et Fernandel répond avec un sourire qui n'est plus celui du comédien, mais celui de l'âme. « Peut-être. »